Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'être présent pour la table ronde du club QSE RSE. On accueille ce soir Simon et Yann, à qui je vais laisser la main. Mais d'abord, je vais commencer par juste vous représenter les alumni de l'IAE de Lyon, qui sont ce soir organisateurs à l'initiative de la conférence. Donc, la communauté des alumni de l'IAE de Lyon est un réseau d'anciens qui compte plus de 50 000 diplômés et qui réalise près de 30 événements par an. Parmi les diplômés, on compte une forte diversité de métiers. C'est un réseau dans lequel on diffuse également les opportunités de carrière. On peut échanger sur nos expériences, notamment par des clubs thématiques. Et surtout, c'est des valeurs partagées entre tous, l'ouverture, la curiosité, l'appartenance à une communauté, la fierté et l'engagement, la diversité et le dynamisme. Donc, les alumni de l'IAE Lyon, c'est des rendez-vous réguliers avec des after-work pour lesquels on a hâte de pouvoir se retrouver en réel. Des clubs thématiques, donc il y a le club QSE RSE, le club auto, le club digital, le club entrepreneuriat, le club œnologie. Et chaque club organise des événements liés à cette thématique. C'est également des chapters, il y en a déjà 6, dont 4 à l'international, Lyon, Paris, Marrakech, Prague, Abidjan et New York. Et un abonnement au magazine Connect de l'IAE Lyon et l'accès au service de coaching individualisé du service carrière de l'IAE de Lyon. Donc, pour pouvoir être au courant des actualités de l'IAE et par la suite vous engager dans des clubs et rejoindre ce réseau, il suffit d'adhérer sur le lien suivant que vous recevrez également après la conférence. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Yann et Simon. Simon a disparu. Pardonnez-nous, on a quelques soucis de connexion avec la ligne de Simon. Ce sont les aléas du direct et de la technique. Peut-être qu'en attendant, voilà Simon. Voilà, excusez-moi. On parlait justement de toi, Simon, et Claire Ouais, te laissait la parole pour te présenter. Voilà. très bien. Ouais, voilà, excusez-moi pour ces petits aléas du direct, hein. J'ai beaucoup transpiré ces 2 dernières minutes. Du coup, je suis donc Simon Gardet. Je suis un alumni puisque j'ai fait le master CGAO il y a de cela 2 ans maintenant, 3 ans même. Donc j'ai vu qu'il y en avait certains de mes collègues dans les connectés, donc je les salue bien. Puis bah, bonsoir aux autres aussi, bien évidemment. Donc je suis analyste achat côté EDF. Mais les achats responsables, c'est une problématique qui est très importante pour moi vu que j'enseigne ce module en école de commerce sur Lyon. Et à titre personnel, je m'investis en tant que bénévole au service achat handicap international, donc qui est une ONG sur Lyon que vous connaissez peut-être. Et donc voilà, ces problématiques achats responsables, notamment chez Handicap International, sont très très présentes. Et donc, bah voilà, c'est un sujet dont j'aime bien discuter. Et puis, Yann étant un passionné et un expert du sujet, bah c'est vrai que je suis très heureux de pouvoir vous partager ces infos avec lui. Et du coup, je lui laisse la parole.
Merci Simon. Alors je ne suis pas un alumni, je suis par contre un voisin de Lyon puisque je suis diplômé de l'IE Grenoble et du DESMA. Je suis un ancien directeur des achats, j'ai 30 ans d'expérience dans les achats. Je suis fondateur du cabinet YAC Conseil qui accompagne les entreprises à développer justement et précisément leurs achats responsables. Je suis également professeur vacataire à l'Université de Paris-Saclay. Je suis membre du CODIR du CNA Île-de-France, l'association d'acheteurs professionnels qui compte 15 000 membres. Et enfin, je suis chroniqueur et je tiens dans le mensuel de référence des directions achats, la lettre des achats que vous connaissez probablement, et j'y tiens donc une chronique mensuelle sur les achats responsables. Très bien. Merci Yann. Donc, avant toute chose, on voulait vous proposer une petite touche humoristique avec ce schéma-là, donc un peu pour illustrer le challenge des achats responsables, hein, puisque les achats, leur objectif, c'est d'amener un service à leurs clients internes qui ont des besoins. Et donc, on voit bien que le challenge des achats responsables, c'est non seulement effectivement de mieux considérer toutes les dimensions du développement durable, tout en amenant le même service à leurs utilisateurs. Et c'est vrai que ça peut des fois être un petit peu compliqué, voire carrément ça peut, bon là c'est vraiment la caricature, mais verser un peu vers cette caricature. Donc il faut arriver à amener aux clients internes le même service, tout en ayant un impact sur les différentes parties prenantes un peu plus réduit. Donc voilà, donc ce petit schéma humoristique illustrait bien ce challenge. Donc, ce qu'on vous proposait, c'était ah, qu'est-ce qu'il m'a fait? Hop, excusez-moi. Ah bah, il a planté. Super. Hop, je rouvre PowerPoint, excusez-moi. Donc voilà, donc on vous proposait, bah, voilà, de vous présenter pourquoi, ben, les les, les achats, ben, c'est un enjeu, majeur, pour une politique, de RSE, d'une entreprise. Donc voilà, donc c'était vraiment illustrer cet aspect-là. Ensuite, on allait vous montrer, bah voilà, voir comment Ah, on t'a de nouveau. concret de thématiques d'actualité comme le Made in France, ou une politique qui nous touche, Yann et moi, vu que nous sommes tous les deux travailleurs indépendants handicapés également. Voilà, ce que c'était que le secteur protégé et adapté et les achats qu'on pouvait faire avec ce secteur. Voilà, donc c'est vraiment ça l'objectif du jour. Et puis bien sûr, après, on prendra du temps pour échanger avec vous si vous avez des questions sur ces thématiques ou des thématiques proches. Donc voilà, donc très rapidement, peut-être, voilà, si vous n'êtes pas très à l'aise avec ce que c'est que les achats dans une entreprise, hein, on voit bien que l'entreprise, hein, on peut la distinguer en trois activités. Voilà, ce qui se passe au sein de cette entreprise, hein, voilà, la production de produits ou de services. Ensuite, on va amener ces produits ou ces services à nos clients. Et en amont, on a toute la dimension approvisionnement et le travail avec les fournisseurs. Et les achats vont être le pendant, on va dire, stratégique de l'approvisionnement, là où le marketing va être le pendant stratégique de la vente, de la vente aux clients. Donc voilà, donc vraiment, les achats sont en amont de l'activité de l'entreprise, mais on voit bien que si on compte l'activité globale de l'entreprise, de ses fournisseurs jusqu'à ses clients, eh ben, les achats jouent un rôle clé dans l'activité de l'entreprise. Et donc, si on veut avoir des réflexions stratégiques, notamment sur la RSE, eh ben, les achats doivent, à leur échelle, grandement contribuer. Donc voilà, donc c'est ça que je vous disais à l'instant, c'est vraiment, on part d'une stratégie d'entreprise, on la décline ensuite dans une stratégie d'achat qui va être ensuite
menée de manière opérationnelle. Et c'est vraiment c'est cette pyramide qu'il faut avoir en tête. On part vraiment de la stratégie d'entreprise et ensuite on arrive jusqu'aux achats opérationnels. Voilà. En parallèle de ça, donc on a tout ce qui est thématique développement durable et RSE. Ça, je pense, ce sont des concepts avec lesquels vous êtes plutôt familier. Donc voilà, donc le développement durable, hein, les trois piliers, le social, l'environnemental et l'économique. Donc il faut arriver vraiment à concilier les trois pour qu'on soit vraiment considéré comme durable et qu'on les concilie de manière équilibrée pour se situer vraiment à l'intersection de ces trois sphères. Donc voilà, donc la responsabilité sociétale des entreprises, hein, c'est vraiment décliner ces problématiques de développement durable aux entreprises. Donc voilà, et toutes les activités doivent être prises en compte, et donc bien évidemment, voilà, les achats vont faire partie, et donc ça permet aux entreprises qui sont volontaires sur ces thématiques-là de mieux prendre en compte les questions écologiques comme le changement climatique ou la gestion des ressources naturelles, mais aussi les questions sociales comme tout ce qui est diversité, droits humains ou mieux intégrer les différentes parties prenantes dans la gouvernance. Voilà, donc c'est porté notamment par les Nations Unies, le Global Compact. Hein. On voit d'un côté achat, ben voilà, on va voir vraiment ce qu'on appelle les achats responsables, qui sont finalement la déclinaison de ces thématiques RSE aux achats. Et on voit, Yann, tu détailleras peut-être un petit peu par la suite, mais qu'il y a un certain nombre de chartes et de certifications liées aux achats responsables. Donc on voit que de manière analogue à ce qui peut exister pour qualifier une entreprise dans son ensemble, on peut également qualifier les services achats qui s'impliquent sur ces problématiques de RSE. Voilà, donc de la même manière, hein, sur les achats, l'entreprise a, voilà, cette pyramide, c'est celle qu'on avait tout à l'heure, et si on la décline en version RSE, ben voilà, l'entreprise a une stratégie RSE, on va voir comment les achats contribuent à cette stratégie RSE pour avoir donc une stratégie d'achat responsable, et ensuite, aux différentes étapes opérationnelles du processus achat, et ben la RSE devra être prise en compte pour que ce soit vraiment efficace. Hein. Et on a besoin vraiment des trois strates de la fusée, sans quoi ça ne fonctionnera pas. Hein, parce qu'on peut avoir la meilleure stratégie du monde, si derrière, de manière opérationnelle, c'est absolument pas pris en compte, et ben clairement, ça ne marchera pas. Voilà, donc les achats responsables, il y a un certain nombre de piliers qui sont intéressants à avoir en tête. Donc, éviter tout ce qui est consommation inutile, hein, au-delà de l'aspect financier, c'est sûr que consommer moins de matière, consommer moins de services, de choses dont finalement on n'a pas besoin, ça contribue aussi voilà, à éviter de consommer trop de ressources, ça évite voilà, un impact environnemental, voire social qui serait finalement peu pertinent. Il y a l'idée qui est assez importante, c'est d'en avoir pour son argent. Alors, ça peut faire sourire comme ça, mais c'est l'idée qu'au lieu d'essayer d'acheter moins cher, on essaye d'acheter mieux. Alors oui, on paye plus cher, mais on aura quelque chose de mieux sur différents critères. Donc, c'est voilà, peut-être payer un petit peu plus cher, mais accepter, mais en retour, on a quelque chose qui est plus local. Donc, c'est sûr que voilà, ça sera mieux pour nous, non seulement parce que les risques d'approvisionnement seront peut-être moindres, mais aussi parce que c'est quelque chose qu'on pourra afficher derrière, de dire voilà, notre filière elle est complètement locale, c'est sûr que c'est mieux que de savoir que le produit qu'on vend a traversé la planète plusieurs fois parce que justement on a acheté moins cher et donc du coup on a produit en Afrique du Nord, on les a envoyés après en Asie, etc. Certes c'était un peu moins cher, mais l'impact etc. est moindre, et ça
c'est vraiment dommage. Il y a tout ce qui est travailler sur les politiques RSE des fournisseurs, parce que on peut travailler avec des plus petites structures et donc, bah voilà, inciter ces plus petites structures qui investissent peut-être moins sur ces problématiques RSE à s'y intéresser aussi et aider ses fournisseurs à monter en compétence sur ces thématiques-là. Et puis, bien évidemment, il y a minimiser tout ce qui est impact environnemental. Alors, on va vous parler de peut-être quelques exemples d'achats responsables pour lesquels ça a bien foiré et que vous allez peut-être du coup en tête. Et voilà, ça vous aidera peut-être à prendre en considération et bien conscience des enjeux pour des entreprises de s'investir sur ces thématiques d'achat responsable. Donc le premier exemple qu'on va vous donner, c'est dans les années 90, Nike et ses fournisseurs en Asie du Sud-Est, donc les sweatshops, donc le travail d'enfants, voilà, pas de liberté, problématiques, aucune liberté syndicale, les conditions de travail des sous-traitants sont catastrophiques. Et ça allait en totale opposition avec le succès commercial de Nike dans les années 90. Bon, c'était beaucoup lié à Michael Jordan, mais quand même pas que. Voilà, ils vendaient énormément de chaussures, etc. Donc tout allait très bien pour eux. Et en même temps, pour leurs fournisseurs et pour les gens qui fabriquaient finalement leurs produits, eh ben c'était vraiment la catastrophe. Et du coup, à un moment donné, ben, ça s'est su et ça a débouché sur, en 2002, Nike qui est vue comme la marque la moins éthique au monde dans un sondage. Et du coup, concrètement, la réalité économique pour l'entreprise, ça a été une baisse du chiffre d'affaires. Et du coup, Nike a dû mettre en place des plans d'action pour résoudre ces problèmes. Ils avaient quand même en 2005 704 usines, donc voilà, peut-être que certaines faisaient correctement le travail, mais il y en a beaucoup qui faisaient travailler leurs salariés dans des situations catastrophiques. Et donc, du coup, le fait d'augmenter les contrôles sur ces sous-traitants, voilà, donc de mieux gérer leurs fournisseurs, ont permis de redresser le tir et de moins être dramatique, on va dire, sur leur façon de gérer les sous-traitants, puisque finalement, concrètement, les chaussures Nike étaient fabriquées par des enfants. Voilà, donc ça, c'est le premier problème et la première situation critique que beaucoup peut-être ont déjà entendu parler. La deuxième, c'est Mattel et un certain nombre de jouets qui étaient peints avec des peintures toxiques au plomb. Donc, c'est pas forcément ce que vous avez envie de donner comme jouet à vos enfants. Et donc, voilà, c'était fabriqué par un sous-traitant chinois. Ils n'ont pas forcément vérifié ce qu'il y avait comme peinture et comme matière dans ce que faisait le sous-traitant. Ils étaient bien contents. Et du coup, bah, ils ont dû rappeler 72 articles différents quand même entre 2002 et 2017. 18 millions de jouets rien qu'en août 2017 fabriqués en Chine. Et donc, en termes d'image, en termes de coûts de rappel, etc., c'est dramatique. Et puis, il y a d'éventuels procès derrière si on arrive à prouver un lien entre les peintures au plomb utilisées pour les jouets et, et, le, et des maladies. Donc voilà, donc là encore une fois, ça nécessite, ça montre que si le niveau d'attente en termes de qualité, en termes de suivi des fournisseurs avait été fait dès le départ, ben clairement, voilà, la situation n'aurait pas été celle qu'elle a été. Et voilà, et on voit que ça c'est vraiment stratégique pour une entreprise de mieux gérer que ça, la dimension achat responsable. Et enfin, un peu plus récent, hein, c'est Apple et son sous-traitant Foxconn, hein. Donc voilà, donc qui ne respectait même pas le droit du travail chinois, hein, qui est même pas le nôtre, hein. Donc vous imaginez bien les conditions dans lesquelles travaillaient les gens. Donc voilà, Steve Jobs avait qualifié l'usine de chouette. Bon, ils étaient obligés de mettre quand même des filets pour éviter aux gens de sauter par la fenêtre. Donc ça fait un peu de poids de mesure dans l'appréciation du site, on va dire ça comme ça. Donc on voit bien, hein, 12 heures par jour, 6 jours par semaine, pour 156 € par mois, bon, ça fait pas trop rêver quand même, hein, 10% de renouvellement. Et puis
les salariés, s'ils faisaient une erreur dans le montage d'un téléphone, eh ben, ils avaient une amende. Voilà, donc vous voyez quand même les conditions dramatiques dans lesquelles travaillaient les sous-traitants, et ça nécessité, bon, ça va quand même très bien pour Apple toujours, hein, mais quand même une petite image, une petite perte d'image pour Apple, et donc voilà, potentiellement des ventes perdues. Et là, on voit toute la grande classe d'Apple qui, en termes de plan d'action, la seule action qu'ils ont mis en place, c'était de faire signer des lettres pour que les gens dédouanent l'entreprise en cas de suicide. Voilà, je pense qu'il y avait mieux à faire. Voilà, c'est très personnel, mais je pense qu'il y avait mieux à faire. Voilà, donc on voit bien que ces éléments-là sont à prendre très au sérieux en termes de direction des achats. Ensuite, donc les achats responsables, on les décompose en 5 grandes familles. Les achats éthiques, les achats verts, les achats solidaires, les achats équitables et les achats efficients. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de ces différents aspects. Donc, le premier, voilà, achat éthique, ben, ça s'assurer, voilà, notamment ben, tout ce qu'on voyait avec le travail d'enfant, ben, que les fournisseurs ils respectent les normes internationales, que ce soit voilà, en termes de droits de l'homme, en termes de préservation de l'environnement, droits sociaux, hygiène et sécurité, lutte contre la corruption. Voilà, donc ça, on va dire que c'est le premier stade. Après, vous pouvez aller plus loin. Handicap international, par exemple, ils exigent de leurs fournisseurs qu'ils ne travaillent pas avec des fabricants d'armes. Donc voilà, donc il y a une charte d'éthique qui est signée, annexée à chaque contrat, de sorte que ça aille plus loin en termes de valeur que, on va dire, les normes de base, etc. Et après, quand on parle d'éthique, il y a aussi tout ce qui est relation avec les fournisseurs. Et donc, les acheteurs doivent s'engager sur des chartes ou suivre des formations sur l'éthique pour aussi être à la hauteur de la démarche éthique que l'on souhaite que tout le monde mette en œuvre, hein, puisque j'ai un collègue chez EDF, alors que j'ai pas connu personnellement, mais qui est actuellement en prison pour avoir détourné des fonds sur des marchés, sur des marchés. Donc vous voyez que c'est une réalité qui existe assez proche de nous, ou en tout cas assez proche de moi. Et donc du coup, il y a vraiment cette volonté et ce besoin que tout le monde soit au diapason en termes d'éthique, y compris les salariés. Donc ça passe par ces chartes, ça passe par des formations et puis après des systèmes de contrôle pour éviter que des abus puissent se présenter. Ensuite, nous avons les achats verts. Donc là, ça va être vraiment tout ce qui est orientés environnementaux, hein, pour penser que les produits soient aussi autant que possible respectueux de l'environnement. Donc ça va passer par réduire l'empreinte écologique, penser recyclage, penser gestion de la fin de vie, et donc tout ce qui est démarche d'éco-conception, où on va aider les équipes techniques en tant qu'acheteurs à réinterroger leurs besoins le plus en amont possible pour que justement l'impact de ce qu'ils demandent aux fournisseurs d'un point de vue environnemental soit le plus réduit possible. Et on sera toujours plus efficace si on commence le plus en amont possible, donc dès la conception, que ensuite, bah voilà, si on a mal conçu le truc, les gains qu'on pourra faire derrière en termes d'impact environnemental seront relativement réduits. Voilà. Après, il y a les achats solidaires, donc c'est tout ce qui va être achat auprès des secteurs du handicap, donc voilà, les différentes structures qui font travailler des personnes en situation de handicap. Donc on fera un petit focus tout à l'heure sur ces problématiques-là. Et puis après, voilà, tout ce qui est secteur de l'insertion aussi, des publics éloignés de l'emploi qui, du coup, vont pouvoir accéder peut-être à des emplois. Et ça, ben, ouais, en tant qu'entreprise, en tant que client, on peut essayer de s'inciter à travailler avec ces structures pour avoir un impact positif pardon, sur nos communautés locales. Ensuite, alors celui-là, vous le connaissez peut-être assez bien, c'est tout ce qui est achat équitable, hein, c'est-à-dire favoriser le commerce nord-sud en rémunérant équitablement, hein, les producteurs des pays pauvres, notamment sur tout ce qui est
café et autres produits agricoles. Donc voilà, donc ça, c'est probablement quelque chose avec lequel vous êtes assez familier. Et enfin, voilà, il y a les achats efficients, c'est-à-dire au lieu de penser, ben voilà, mon achat tout de suite là-dessus, c'est vraiment penser cycle de vie du produit. Donc ce qu'on appelle le TCO, le Total Cost of Ownership, ou coût total de possession hein, de manière large, pour qu'on prenne en compte à la fois les coûts, mais également les impacts, notamment environnementaux, sur l'ensemble du cycle de vie du produit, et pas seulement là tout de suite au moment où on achète notre produit. Hein. L'exemple typique que vous avez peut-être eu à un moment donné dans votre vie, c'est quand vous achetez une imprimante. Est-ce qu'il vaut mieux se concentrer juste sur le prix de l'imprimante, ou regarder aussi avec les cartouches combien ça va me coûter durant la vie de mon imprimante, et combien, voilà, si je change 2 fois ou 3 fois moins souvent de cartouches, même si ça me coûte un petit peu plus cher, et environnementalement et économiquement, je vais peut-être probablement m'y retrouver quand même. Voilà pour ça, et donc on voit bien comment se positionnent après hein, les achats verts, hein, ils sont plutôt sur l'aspect écologique. Achat efficient, ça va plutôt être sur l'aspect écologique, économique. Éthique et équitable, plutôt entre social et économique. Et enfin, les achats solidaires, plutôt sur le volet social. Voilà. Je vais laisser ensuite la parole à Yann sur le rapport RSE. Très bien. Merci Simon pour cette première partie très complète et riche. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On essaiera d'y répondre soit en live ou soit effectivement le temps des questions. Alors, concernant les achats responsables et le rapport RSE, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis 2017, il y a une loi en France qui découle d'une directive européenne et qui fixe effectivement l'obligation aux entreprises de publier leurs performances, leur bilan extra-financier. Pour toute entreprise avec un effectif égal ou supérieur à 500 personnes et également avec un chiffre d'affaires, réalisant un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros pour les entreprises cotées en bourse et de 100 millions d'euros pour les autres. Donc, vous voyez qu'on ne s'adresse pas seulement aux grandes entreprises, mais également aux ETI, voire les grosses PME. Donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, effectivement, en matière d'indicateurs, peut-être que dans un rapport RSE, lorsqu'on cherche effectivement à communiquer sur eh bien, les bonnes pratiques, les actions mises en œuvre de manière concrète, on peut effectivement commencer par les achats solidaires. Ce qu'on appelle les achats solidaires, ce sont les achats qui sont réalisés auprès du secteur du handicap, qui sont composés donc des ESAT, des EA, les entreprises adaptées, et les travailleurs indépendants handicapés. On parle à ce moment-là donc d'inclusion. Les indicateurs sont, par exemple, le taux d'emploi des personnes en situation de handicap, donc avec la fameuse RQTH, reconnaissance qualité travailleurs handicapés. La loi handicap fixe l'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap à hauteur de 6% de leur effectif. Si effectivement l'entreprise n'est pas au rendez-vous de la loi, elle paye une contribution donc auprès de la GFIP ou la FIPFP pour l'acheteur public. Donc premier indicateur, c'est effectivement le taux d'emploi, où j'en suis par rapport à ces 6%. Plusieurs leviers pour remplir son obligation d'emploi. Donc, bien évidemment, recruter. Ce sont les CDI, les CDD, les stagiaires, les apprentis, mais également donc les achats d'intérim auprès des entreprises de travail temporaire d'insertion. Et effectivement, d'autres leviers comme l'accord triennal signé avec la directe, l'autorité compétente du territoire. Et dans cet accord triennal, et notamment avec les délégués du personnel, il y a des objectifs de recrutement, d'inclusion donc de personnes en situation de handicap, mais également la possibilité de sous-traiter, d'acheter des prestations auprès du secteur du handicap, encore une fois composé des ESAT, des EA et des TIH. Il y a également la charte handicap signée avec l'OIT, où là, effectivement, l'entreprise peut s'engager, tout comme le manifeste du handicap. Je vous invite à regarder également
le manifeste du handicap qui a été signé en novembre 2019 par une centaine d'entreprises françaises. Et dans ce manifeste de handicap, vous avez 10 engagements, dont l'engagement numéro 8 et l'engagement numéro 10, qui prônent effectivement la démarche d'achat responsable et les achats solidaires auprès donc des ESAT, des EA et des TIH. Autre indicateur, c'est l'évolution du chiffre d'affaires réalisé auprès de ces structures. Donc, plusieurs entreprises mettent en avant, par exemple, nous étions à 500 000 euros et nous avons multiplié par 2, voire par 4 le chiffre d'affaires. On est passé à 1 million d'euros ou 2 millions d'euros. Je connais certaines entreprises qui communiquent non seulement le montant du chiffre d'affaires, mais également l'équivalent en ETP que cela représente. Par exemple, à chaque 20 000 euros correspond donc l'emploi, le maintien dans l'emploi ou la création d'un emploi donc sur le territoire d'une personne en situation de handicap. Donc, ces entreprises communiquent certes sur un montant de chiffre d'affaires, par exemple 10-12 millions d'euros, et ça représente la création ou le maintien dans l'emploi donc de personnes en situation de handicap à hauteur de 500 ou 600 personnes environ. Autre indicateur, bien évidemment, c'est l'optimisation de la contribution à GFIP. C'est un KPI sonnant et trébuchant, c'est directement dans le PNL des entreprises et ça, c'est parlant et pas seulement au DAF. Et également, autre indicateur que l'on peut vous recommander, c'est le nombre de clauses sociales incluses directement en amont du processus achat, c'est-à-dire dès les appels d'offres. Et lorsqu'on a finalisé la négociation et on décide de passer à l'étape de contractualisation, ne pas oublier effectivement la clause sociale dans les contrats. Alors, ça, c'était sur l'aspect social. Sur l'aspect environnemental, d'autres indicateurs, comme par exemple les émissions des gaz à effet de serre, bien évidemment, la gestion des déchets en termes de tonnage, qu'est-ce que ça représente chaque année. Autre sujet également, c'est le réemploi. Simon faisait allusion tout à l'heure sur la notion de valeur d'usage. Plutôt que d'acheter un équipement neuf à la fois coûteux, mais également très énergivore, pourquoi ne pas réfléchir à un réemploi, comme par exemple votre smartphone, comme par exemple un PC. Et pour votre information, vous avez des entreprises adaptées donc, qui emploient des personnes en situation de handicap, qui reconditionnent ces équipements et qui effectivement les commercialisent sur des sites marchands. Donc vous divisez par 3 voire par 4 votre bien d'équipement et vous pouvez avoir accès bien évidemment à des équipements de gamme professionnelle. L'éco-conception, bien évidemment. Donc là, on se positionne en amont du processus achat et on intègre dans la chaîne de valeur les fournisseurs, les sachants pour nous aider à éco-concevoir tel ou tel équipement. Je pense notamment à un smartphone que vous connaissez peut-être. La marque c'est Fairphone, c'est un fabricant hollandais et Fairphone éco-conçoit donc ces téléphones portables sur plusieurs sujets, comme par exemple sa coque plastique est issue du recyclage de matières plastiques. Il y a une notion de réparabilité. Donc, lorsqu'on parle d'éco-conception, il part du principe que l'utilisateur est à même de pouvoir changer lui-même son écran si toutefois il l'a fait tomber et cassé. Donc, accessibilité des différentes pièces détachées. Également, en termes d'obsolescence programmée, vous savez que c'est effectivement certains fabricants vous poussent à changer de smartphone tous les 6 mois. Là, Fairphone va effectivement faire en sorte que, en termes de durabilité, votre téléphone que vous avez acquis peut vous durer 2, 3 ans, 4 ans, voire plus. Et également, autre élément pris en compte dans l'éco-conception, c'est de garantir auprès des fabricants de composants électroniques que ces fabricants, qu'on appelle fondeurs, n'utilisent pas de minerais. Donc c'est ce qu'on appelle les 3 TG. Les 3 T, c'est le tungstène, le tantal et le tin pour l'étain, qui est nécessaire pour les soudures des composants électroniques sur leur substrat, sur leur PCB, et également l'or, donc le gold des 3 TG, et le gold, c'est la qualité des composants électroniques sur ce fameux PCB. Eh bien, pour votre information, beaucoup de mines en Centrafrique sont détenues par des forces terroristes et qui exploitent donc les hommes qui y travaillent. Et ce que garantit un fabricant comme Fairphone, c'est que les composants électroniques qui ont été utilisés dans leur appareil
n'ont pas utilisé ces minerais issus donc des mines du Centrafrique détenues par les forces terroristes. Autrement dit, c'est assurer une traçabilité vous permettant de dire en achetant tel smartphone, eh bien, je ne finance pas indirectement donc le terrorisme. Voilà un exemple donc d'éco-conception. Et puis effectivement, à l'instar du slide précédent, eh bien, insérer des clauses environnementales dans les appels d'offres et les contrats. Sur le social, les indicateurs, eh bien, ça peut être par exemple, en tant qu'acteur économique sur le territoire, eh bien, quel est le pourcentage d'achats réalisés auprès des TPE, des PME locales. Donc, mettre en place un programme d'achat territorial. Faire en sorte qu'effectivement, les délais de paiement soient bien respectés, même si la loi LME, qui date maintenant depuis quelques temps, a bien été mise en place, elle n'est pas toujours bien respectée. Donc là, il y a parfois de la mauvaise foi. Il faut identifier les clients mauvais payeurs. Et pour votre information, la médiation des entreprises et également l'Observatoire des achats responsables constatent chaque année qu'il y a beaucoup trop de TPE, de PME qui déposent le bilan, non pas parce qu'elles n'ont pas un carnet de commandes suffisant et nécessaire, tout simplement parce qu'il y a un défaut de paiement de la part de leurs clients. Donc, encore une fois, la trésorerie est vraiment le nerf de la guerre des petites structures. Et puis, bien évidemment, des clauses sociales dans les contrats. Parmi les indicateurs à suivre, bien évidemment, lorsque vous référencez tel ou tel fournisseur, voir peut-être s'ils sont labellisés, s'ils se sont ouvertement engagés dans cette démarche d'achat responsable. Simon l'évoquait tout à l'heure. Alors, il n'y a pas non plus 36 labels, il n'y a pas non plus 36 chartes. On vous a mentionné là, sur ce slide les majeurs, et on parle bien d'achat responsable. On ne parle pas de RSE dans sa globalité. La RSE, c'est la 26 000, c'est bien une norme à part. Les achats responsables, c'est la 20 400. Vous avez sur la 26 000 des labels comme le label Lucie. Sur les achats responsables, vous avez un seul label, c'est le label Relations fournisseurs et achats responsables, délivré par la médiation des entreprises, qui dépend du ministère de l'économie. Et la médiation des entreprises a jugé nécessaire également de mettre en place une charte de relations fournisseurs qui prône 10 engagements et qui permet de structurer les entreprises dans cette démarche d'achat responsable. Vous avez 2000 entreprises signataires de la charte aujourd'hui et vous avez une cinquantaine de labellisés. Donc, obtenir le label Relations fournisseurs et achats responsables, ce n'est pas un label qui est donné. C'est bien un label qui se mérite d'une certaine manière et ce qui donne encore plus de valeur donc à cette reconnaissance d'une démarche d'achat responsable pour les entreprises. En termes de management, ce que l'on peut regarder toujours dans cette démarche d'achat responsable, c'est quel est le taux d'acheteurs qui ont été formés aux problématiques d'achat responsable et donc problématiques d'une démarche RSE et la mise en place notamment d'une matrice d'analyse des risques. Ça, c'est un point fort de la démarche d'achat responsable. Lorsqu'on parle effectivement de risques, ce sont les risques liés à l'achat, aussi bien les risques produits liés à la chaîne d'approvisionnement, la supply chain, mais ça peut être également des risques fournisseurs, dépendance économique, situation de monopole, etc. Et les risques réglementaires, devoir de vigilance, Simon l'évoquait tout à l'heure, le risque de réputation, le risque d'image, et on en a pratiquement tous les jours dans la presse économique des exemples à vous mentionner, à vous citer. Voilà, il n'y a pas que le travail d'enfant, il y a effectivement la délégation de personnel étranger, etc. On a beaucoup d'exemples. Donc, aujourd'hui, effectivement, les entreprises se mettent en ordre de marche, tout simplement parce que c'est bien un cadre réglementaire qui les contraint. Mais ce que l'on pourrait dire également, c'est que c'est la tendance. Aujourd'hui, de plus en plus de donneurs d'ordre, privés comme publics, ont des exigences fortes en matière RSE, sociétale et environnementale. Pour cela, un grand succès de la part d'Ecovadis. Pour votre information, Ecovadis, il y a quelques années, c'était une start-up française. Ecovadis est en train de devenir un standard à l'international. Alors, on ne fait pas la promo d'Ecovadis, c'est juste un constat. Et pour illustrer mon propos, en début d'année, vous l'avez peut-être constaté, ils ont réussi à faire une levée
de 200 millions d'euros pour continuer à étendre leur démarche à l'international. Et pourtant, ça compte effectivement 75 000 entreprises qui sont évaluées pour 160 pays. EcoVadis, c'est un système, c'est une plateforme de notation RSE depuis déjà 2007. Hein, ça fait déjà quelques années qu'ils sont sur la place. Ils évaluent les grandes entreprises, mais également les PME. Le scoring EcoVadis peut faire l'objet d'un critère de sélection de la part d'un donneur d'ordre. Vous avez 3 niveaux, on va les voir dans les slides qui suivent, mais vous avez différents niveaux, bronze, silver, gold et puis platinum. Et certains acheteurs partent du principe qu'une entreprise qui candidaterait donc à tel ou tel appel d'offres et qui n'aurait pas le niveau minimum de bronze ne pourrait pas accéder à cet appel d'offres. Donc, attention, prudence, de plus en plus, les critères RSE font partie des évaluations des acheteurs professionnels, qu'ils soient encore une fois publics comme privés. Alors ce slide est très intéressant parce que EcoVadis évalue la maturité de la démarche RSE pour telle ou telle entreprise selon 4 thèmes. Le premier, c'est l'environnement. Le deuxième, c'est le social et le droit de l'homme. Ensuite, c'est l'éthique. Et c'est le quatrième sur les achats responsables. Donc, on voit bien qu'en travaillant sur cette démarche d'achat responsable, un patron des achats pourrait contribuer à l'évolution de la note globale de son entreprise en agissant sur ce thème dédié aux achats responsables. Mais lorsqu'on y met effectivement, on l'évoquait tout à l'heure avec Simon, une politique achat responsable, la publication également d'autres documents comme la mise en place d'une charte éthique des affaires, la charte RSE des fournisseurs, on va voir qu'on va contribuer également sur le pilier de l'éthique. Et si on a une vraie stratégie, une vraie politique achat, comme on l'évoquait à l'instant sur la valeur d'usage, faire en sorte qu'on évite effectivement et qu'on limite tant de tonnes de rejet de gaz à effet de serre par an et qu'on économise tant de mètres cubes d'eau par an parce que effectivement on va acheter du reconditionné plutôt que du neuf, qu'on s'attaque effectivement à le côté énergie des bâtiments et que l'on va repenser des prestations comme le facility management, on voit qu'on peut également intervenir sur la partie environnement. Et ça ne vous a pas échappé, à partir du moment où on développe les achats solidaires, notamment auprès du secteur du handicap, on va agir en fonction du social, donc l'autre pilier, donc d'EcoVadis. Donc, on voit bien que la démarche d'achat responsable, en fonction de sa stratégie, on peut agir peut-être plutôt sur un levier, plutôt sur 2, plutôt sur 3. Tout dépend de la stratégie, de la politique impulsée par la gouvernance, ce qu'évoquait, rappelez-vous, la pyramide de Simon tout à l'heure, la gouvernance et comment le patron des achats, comment le directeur des achats, comment le responsable des achats, lui, va incarner cette stratégie, il a décliné dans sa démarche d'achat responsable. On l'évoquait tout à l'heure, voilà quelques métriques sur EcoVadis. Donc vous voyez qu'effectivement on commence par le niveau de bronze. Et ce que je vous disais à l'instant, une entreprise qui se serait évaluée EcoVadis et qui n'atteindrait pas à minima ce score de 45 sur 100, eh bien pourrait ne pas candidater à tel ou tel appel d'offres. Donc c'est souvent un outil de communication. On l'a vu, c'est être labellisé ISO 20400. Labellisé RFAR, obtenir l'attestation 20400, avoir une évaluation EcoVadis ou tout autre organisme tiers, hein, mais EcoVadis est suffisamment évocateur pour chacun d'entre nous, c'est pour ça qu'on vous en parle ce soir, et obtenir, voyez-vous, dans le temps, dans le cadre d'une démarche de progrès, et d'ailleurs le label RFAR s'inscrit dans une démarche de progrès, et bien obtenir tantôt un niveau argent, et puis ça peut être dans la stratégie, parmi les objectifs à atteindre effectivement dans les 12 mois ou dans les 2 ans, donc un niveau gold. Je poursuis toujours, Simon? Oui, vas-y. Concernant les leviers pour améliorer le score EcoVadis, eh bien, avec Simon, on vous propose ce que vous voyez, c'est de rédiger effectivement de prime abord votre politique achat responsable, s'engager, signer la charte RFR, c'est une première étape auprès de la médiation des entreprises, rédiger, on l'évoquait à l'instant, toute une base documentaire RSE comme la charte éthique,
et également idéalement la faire signer par les acheteurs. La même chose pour les fournisseurs. Là, peut-être effectivement faire un focus sur les fournisseurs stratégiques, voire critiques, et les faire engager, donc faire en sorte qu'ils s'engagent avec vous sur cette démarche RSE, et mettre en place, on l'évoquait, une maîtrise de risque pour bien piloter vos risques achats. Mettre en place un tableau de bord avec des KPI dédiés RSE, développer vos achats donc solidaires auprès du secteur du handicap, mais également auprès des 4 ou 5 structures du SIAE, donc du secteur de l'insertion par l'activité économique. Et pour rappel, pour votre information, les ETTI, les entreprises de travail temporaire d'insertion, font partie du SIAE. Définir une stratégie RSE par segment d'achat et utiliser les différents outils. On l'évoquait, le TCO, le Total Cost Ownership, c'est donc la notion de coût global d'acquisition. Simon faisait allusion tout à l'heure avec l'achat de l'imprimante, bien évidemment, hein, le vrai coût, ce n'est pas le coût de l'achat de prime abord de l'imprimante, le vrai coût, ce sont les consommables. Mais donc, il y a quelques bonnes pratiques que vous devez connaître, que vous maîtrisez, ça ne fait aucun doute. Lorsque vous achetez par exemple des logiciels, le premier réflexe d'un acheteur novice, c'est effectivement de négocier le prix facial, uniquement le prix de la licence, le prix en fonction du nombre d'utilisateurs qui sont logués. Mais votre éditeur de logiciel, il vous attend à l'orée du bois avec le contrat de maintenance, où là, si vous ne le négociez pas dès le départ, dès l'acquisition de votre licence, eh bien, vous aurez peut-être un plus 5 ou un plus 10% sur ce coût de licence. Les exemples sont nombreux sur ce TCO, et notamment liés à l'usage, à la consommation. Le cycle de vie du produit, bien évidemment. Donc intervenir sur le cycle de vie du produit, faire en sorte de lutter contre l'obsolescence programmée, faire en sorte effectivement d'étudier ces possibilités de réemploi, de pouvoir démanteler en fin de vie votre produit et faire en sorte qu'il puisse être recyclé, l'éco-conception, on en a parlé, etc. Développer ses achats responsables, c'est s'engager dans une démarche de progrès, absolument. Lorsque vous souhaitez, si vous souhaitez candidater au label RFR ou effectivement obtenir l'attestation ISO 20400, les auditeurs, les évaluateurs vous diront que vous vous inscrivez forcément dans une démarche de progrès. Tout simplement parce que le sujet de la RSE est tellement vaste que vous ne pouvez pas en 6 mois, en 12 mois, être, on va dire, atteindre un niveau de performance excellent dès la première année. Ça s'inscrit forcément dans la durée. Et pour cause, vous ne serez pas les seuls à piloter le projet, vous aurez tous les métiers de l'entreprise. Il va falloir convaincre justement ces métiers, et c'est probablement la plus grande difficulté que rencontre un directeur de développement durable, directeur RSE, qui doit s'appuyer sur les différents métiers de l'entreprise. Et selon votre niveau de performance en achat responsable, eh bien, vous impacterez la note globale d'EcoVadis de votre entreprise, ce qui est une grande satisfaction, me semble-t-il, de la part des managers achats. Bien évidemment, bien penser à communiquer l'ensemble des documents RSE et achats responsables à EcoVadis, parce que votre interlocuteur EcoVadis ne pourra pas deviner ce que vous avez fait, vous, en interne. La méthode EcoVadis, c'est d'évaluer selon la production documentaire de l'entreprise candidate. Alors, on peut se poser la question, tout ça pourquoi ? Effectivement, quels sont les bénéfices, quels sont les enjeux qu'une démarche d'achat responsable peut apporter à l'entreprise ? Tout d'abord, mieux piloter ses risques et opportunités, garantir les engagements pris lors de la réalisation des affaires, identifier d'autres axes de business. Et à défaut de créer de la valeur, éviter d'en détruire, d'une certaine manière, c'est faire des économies. Donc, en pilotant mieux vos risques, ça vous permet de détruire moins de valeur, et notamment ce risque de réputation qu'on évoquait tout à l'heure. Renforcer la confiance des clients, bien évidemment, les fidéliser. Mais on le sait bien que le développement commercial, c'est beaucoup moins d'efforts à fidéliser un client que de conquérir de nouveaux prospects clients. Être différenciant dans les appels d'offres, et oui, et c'est peut-être un peu malheureux, mais encore aujourd'hui, si vous êtes vertueux en RSE, eh bien, vous faites la différence. Construire des avantages concurrentiels durables,
bien évidemment, puisque la démarche d'achat responsable, on vient de le voir, s'inscrit dans une démarche de progrès. Bien évidemment, ces avantages concurrentiels que l'on contracte, ils sont forcément durables, puisque ça va faire partie de votre ADN. Renforcer la collaboration avec les prestataires stratégiques, et notamment, les directions achats qui sont matures sur le sujet travaillent sur un concept du client préféré, tout simplement parce que dans certains écosystèmes, il n'y a pas pléthore de fournisseurs, de prestataires. Donc, c'est dans l'intérêt, effectivement, de s'assurer de garantir la filière prestataire sur tel ou tel secteur d'activité. Et enfin, donc, contribuer à l'amélioration de la performance extra-financière. On l'évoquait tout à l'heure avec l'obligation de publier cette performance. Développer l'attractivité, bien évidemment, on le voit bien, et pas seulement pour les générations millénium, on le voit également avec les seniors, la préférence pour les entreprises avec un impact environnemental et social positif. Selon moi, je pense que l'une des plus grandes valeurs, c'est à partir du moment où on est dans cette démarche-là et que l'on contracte des avantages concurrentiels, qu'on a la préférence des donneurs d'ordre, eh bien, on contribue au développement du chiffre d'affaires de son entreprise. Ça, je pense que c'est un vrai KPI à suivre et à piloter pour voir donc la vraie création de valeur. Renforcer la marque employeur, on l'évoquait tout à l'heure, valeur de la marque, réconcilier valeur économique et valeur sociétale solidaire, motiver les collaborateurs, donner plus de sens dans leur quotidien et en tant qu'acheteur, on le sait bien avec Simon, travailler sur ces achats solidaires, ces achats responsables, ça donne un autre sens à notre métier. Je fais référence, bien évidemment, vous l'avez compris, au cost-killing, qui, selon moi, est derrière nous. Et bien évidemment, tout ça lutte effectivement à limiter le turnover dans les entreprises. Une petite infographie pour rappeler ce que l'on vient d'évoquer, donc les bénéfices de la RSE. Donc ça, c'est une infographie de Novetic. Je vous invite à regarder leur site, ils sont toujours très intéressants en publication. Donc effectivement, faire des économies d'eau et d'énergie, on l'a évoqué, motiver ses collaborateurs, attirer les talents, innover avec l'éco-conception, gagner de nouveaux marchés, on l'évoquait à l'instant avec le développement du chiffre d'affaires et accéder à des financements. Oui, on ne l'a pas évoqué, les banques prêtent plus et mieux aux entreprises qui sont vertueuses en matière RSE, tout simplement parce qu'elles sont durables. Et comme vous savez, le métier de la banque, c'est de piloter le risque. La RSE est forcément au rendez-vous dans leurs critères de sélection et d'attribution, donc des conditions financières. Est-ce que on profite de, on va dire, cet entre-deux pour peut-être prendre quelques questions? J'ai entendu Moi, j'en vois une sur les EATT. Alors, effectivement, c'est Maud qui pose la question, les EATT. Alors, effectivement, on n'a pas évoqué les EATT, on n'a pas évoqué non plus les CD tremplins. Les EATT, ce sont les entreprises adaptées de travail temporaires qui font partie d'une mesure expérimentale suite à la réforme de la loi handicap. Effectivement, vous avez entièrement raison, on peut faire appel à l'intérim en passant donc par le secteur du handicap auprès de certaines entreprises adaptées. Et il y a 3 autres questions dans le chat. On a une première question de Sabria qui demande: voyez-vous une réelle évolution ces dernières années parmi les donneurs d'ordre en termes de mise en place et de formalisation des achats responsables? Oui, alors pas à la vitesse que l'on souhaiterait, ça c'est une certitude, mais c'est bien le sens de l'histoire. Par exemple, si on prend l'acheteur public, dans le cadre de son plan national des achats responsables, avait donné comme objectif, sur la période de 2015-2020, de publier 25% des marchés publics avec une clause sociale et 30% des marchés publics avec une clause environnementale. En 2018, c'est la dernière data que l'on a à jour, ils n'ont pas publié depuis. En 2018, ils étaient respectivement à 11% donc de marchés avec clause sociale publiés et 13% marché environnemental. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ce que l'on constate, on voit bien qu'il y a la volonté, mais entre la volonté et la mise en œuvre, il y a parfois tout un monde. Et dans le domaine privé, c'est un peu pareil. Et heureusement que le cadre réglementaire est là. Si on prend le seul sujet du handicap, si la loi n'imposait pas ces 6% et autorisait cette sous-traitance, eh bien, on n'en serait pas à cette moyenne nationale de 3 ou 3,2% des entreprises privées avec un taux d'emploi
de 3 ou de 3,2%. Donc, je fais partie de ceux qui pensent que le cadre et la contrainte réglementaire est absolument nécessaire pour faire bouger les lignes. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ouais. Je partage effectivement ton analyse, Yann, et c'est sûr qu'il y a certes ce côté contrainte, mais je pense cette dimension un peu, parce que concrètement, ce sont des quotas, tant que on n'aura pas atteint un point où ça sera naturel, effectivement, il faudra encore passer par des quotas pour que, pour que ça se développe. Et on voit que malheureusement, le secteur adapté protégé est encore un peu victime de son image par rapport à tout ce qu'il peut faire là-dessus, où on a l'impression que c'est vraiment que des tâches à faible valeur ajoutée, etc. Alors, Vas-y. tu as entièrement raison, Simon, on se bat, c'est notre quotidien de mettre en avant donc, le secteur du handicap. Ça ne se limite pas au conditionnement des fournitures du bureau, à l'entretien des espaces verts ou à la blanchisserie ou aux prestations de nettoyage. Vous avez des prestations à forte valeur ajoutée. Pour votre information, vous pouvez acheter des prestations d'avocats, vous pouvez acheter des prestations de communication, vous pouvez acheter des prestations de recrutement des personnes avec RQTH. Les exemples sont nombreux, il faut juste s'intéresser à cet écosystème et voir comment il évolue. Je vais reprendre une autre question qui me paraît effectivement intéressante. Est-ce qu'une bonne note EcoVadis est forcément gage de fiabilité, qualité de son fournisseur? La réponse est non. De la même manière qu'il y a quelques années, lorsqu'on certifiait les entreprises qui étaient ISO 9001, c'était effectivement un éclairage où, d'après ce qu'avaient vu l'évaluateur et l'auditeur, eh bien, c'était conforme au référentiel. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils étaient excellents sur la démarche. Et d'ailleurs, lorsque les acheteurs allaient sur place, eh bien, parfois, un prestataire qui n'était pas forcément ISO 9001 était peut-être plus performant que l'entreprise qui avait cette attestation. Par contre, le fait d'avoir une bonne note EcoVadis, le fait d'avoir un label RFR, le fait d'avoir effectivement une attestation ISO 20400 atteste que vous avez déjà premièrement réfléchi au sujet, que vous avez mis en place un minimum de système qui peut effectivement prétendre à être conforme au référentiel. Mais ça n'empêche pas l'audit et d'aller voir sur place et d'échanger, bien évidemment. Hein, ça ne doit pas se limiter à la production d'un diplôme, d'un papier. Il faut aller voir sur place et créer du lien justement avec ses interlocuteurs. Okay. Il y a une autre question entre la charte, ouais, la charte et puis le label. Oui, ce sont bien deux choses indépendantes. Par contre, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que la signature de la charte, c'est une première étape pour obtenir après le label. On est dans cette démarche de progrès. Ce que l'on constate, hein, c'est les entreprises signent la charte, donc elles s'engagent sur 10 engagements et elles mettent en place un plan d'action. Et dans ce plan d'action, par exemple, vous avez la nomination d'un médiateur interne qui va être l'interlocuteur privilégié lorsqu'un fournisseur viendrait à se plaindre de telle ou telle pratique. Vous avez également la nomination d'un correspondant PME, qui sont deux personnes différentes. Et le correspondant PME va être, on va dire, va avoir un retour d'expérience qui permet de mieux appréhender la problématique d'une TPE, d'une PME. Voilà, notamment par rapport au délai de paiement. Donc on voit bien que la première étape, en signant la charte, on structure, on met en place donc certains outils, une certaine organisation. On gagne en maturité par rapport aux 10 engagements. Et lorsque l'entreprise se sente prête, eh bien, elle peut prétendre effectivement à candidater au label. Il y a une démarche de maturité. Ouais. Et je remettrai une petite couche sur vraiment cette notion de maturité. Hein. Je pense que la démarche achat responsable, c'est quelque chose, si on veut faire, on ne pourra jamais faire les choses parfaitement. Et donc, il y a énormément de choses à faire. Et donc, il ne faut peut-être pas vouloir aller trop vite tout de suite, mais plutôt se donner des démarches et considérer que c'est un escalier un peu à franchir pour justement arriver à terme
un objectif, et c'est vraiment ça la démarche d'amélioration continue. Par contre, si on fixe la barre trop vite, il y a le risque que les gens considèrent ça comme impossible, ou que ça crée une rupture et que du coup les gens prennent en grippe la démarche alors que la démarche elle est positive. Et donc du coup, voilà, il faut vraiment arriver, je pense, à faire ça de manière ambitieuse, mais quand même progressive, et pas vouloir tout avoir tout de suite, quoi. C'est vraiment un challenge à mener. Voilà. Après, c'est la politique de gestion du changement, et tout ça, hein. Ça reste toujours des problématiques complexes dans des organisations. Surtout certaines structures un peu plus old school, on va dire, voilà, qui partent de plus loin, pour lesquelles c'est pas forcément la culture. Quand c'est une start-up ou une structure un peu plus jeune, dont les processus sont plus récents, etc., bah, ils ont peut-être déjà plus pris en compte de choses. Par contre, voilà, les structures un peu plus on va dire inertes, voilà, ont besoin d'un peu plus de temps pour mener à bien ces challenges, quoi. Un peu de Made in France, peut-être, Simon? Ouais, ouais, s'il n'y a plus de questions, on va repartir sur le On Made in espère France. avoir répondu à vos questions. Si tel n'est pas le cas, n'hésitez pas à le mentionner dans le chat et puis on y reviendra avec Simon. Et s'il reste d'autres questions, vous pouvez également les mettre dans l'onglet questions. Ok, hop. J'arrive. Hop. Allez, on est reparti. Donc, voilà. Le Made in France, donc, c'est quelque chose qui est ouais, qui est à la mode depuis 2-3 ans à peu près. On en parle beaucoup, et je pense la crise sanitaire et les risques en termes d'approvisionnement que ça a amené. Et puis depuis la semaine dernière, le bateau qui s'est mis en travers sur le canal de Suez, effectivement, ça a fait, je pense, ça contribue à se poser des questions sur est-ce que c'est vraiment pertinent de tout faire venir de très très loin. Et donc, voilà. Et donc les démarches sur le Made in France sont côté direction des achats, côté revue professionnelle du secteur. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Et il y a notamment, moi, ce que je vous recommanderais, si c'est une problématique qui vous intéresse, c'est lire le livre de la personne qui a créé la société 1083, donc qui fait des jeans Made in France, et qui explique comment finalement il a essayé de remettre en place en France, pas seulement sa société, mais bien l'ensemble de la filière. Voilà, donc son livre s'appelle Remade in France. Je pourrais vous envoyer ou rajouter la référence si ça vous intéresse. Et donc voilà, donc quelques bénéfices sur Made in France, hein. Voilà, déjà, hein, bien évidemment, c'est générer de l'emploi local. On l'a dit, voilà, c'est réduire les circuits de distribution, réduire le nombre d'intermédiaires qui peuvent du coup servir un petit peu en opposition avec la logique de la fast fashion, où les personnes à produire, et de sorte qu'on puisse derrière consommer de manière excessive, puisque en baissant au maximum les coûts et en pressurisant les, les salariés qui sont issus de la production, et c'est vrai que à chiffre d'affaires équivalent, et du coup on consomme plus, et donc du coup c'est vraiment ça la philosophie de la fast fashion. Et donc le Made in France, l'idée ça serait vraiment d'aller en opposition totale avec cette logique, c'est de donner aussi plus de sens aux consommateurs, puisque on n'est pas sur du consommer pour consommer, mais plus sur voilà, on prend des produits qui sont de bonne qualité, qui vont nous durer, etc. Et voilà. Et on sort de cette logique de consommation. Il y a aussi
en relocalisant la volonté de conserver ou de développer des compétences et des savoir-faire industriels locaux qui permettent de garantir son indépendance. Alors, il peut y avoir, par exemple, voilà, l'industrie du nucléaire, mais aussi il y a plein de volets de l'industrie textile. Il me semble que c'était notamment la dentelle dans le nord de la France, bah, qui est partie parce que ouais, c'était vu comme trop cher. Et du coup, bah, c'est très compliqué une fois que les compétences sont parties ou n'existent plus, de les remettre en œuvre. Et puis, voilà, quand on produit localement, on produit aussi selon des attendus européens en termes de développement durable et pas selon des bases, on va dire, plus asiatiques, où Yann, tu donnais l'exemple tout à l'heure des mines du terrorisme, etc. Et ben c'est vrai que là-dessus, et ben pour nos besoins, on ne va pas polluer chez les autres, ça fait effectivement du sens. Et en termes d'attendus environnementaux, et ben on est à des niveaux plus cohérents avec ce qu'on exige de nous. Donc on n'est plus à exporter notre pollution. Voilà. Alors la problématique qui s'est passée, hein, et dans le livre, hein, le créateur de 1083 en parle, c'est les challenges pour reconstruire une filière locale. Donc, lui, il a démarré vraiment de la matière première, hein, parce que l'objectif aussi, c'est que la matière première qui soit utilisée pour les produits, elle soit aussi locale que possible pour éviter donc de trop impacter l'environnement par la création, en prenant par exemple de la matière première qui serait en France et de la faire voyager 2 ou 3 fois, faire le tour du monde, hein. D'ailleurs, si l'entreprise s'appelle 1083, c'est parce qu'il y a 1083 kilomètres, si je dis pas de bêtises, entre Lille et Marseille, et du coup, ou entre Brest et Nice peut-être, et du coup, c'est la distance la plus longue que pourraient faire les produits. Voilà. Et donc, lui préconise également de trouver des compromis entre deux modèles. Parce que souvent, on a soit l'usine qui fabrique tout vraiment de A à Z, donc ce qui est productif, mais qui, en termes de flexibilité, peut être compliqué. À l'inverse, il y a la sous-traitance totale, donc qui est un peu utilisée par tout ce qui est fast fashion. Donc, c'est très flexible. Mais du coup, il y a une déconnexion entre ceux qui vendent et ceux qui fabriquent, donc c'est compliqué aussi. Et lui, donc, il a choisi une solution hybride entre les deux, où il a un atelier interne qui prend une partie de la production et il sous-traite également chez des partenaires pour également faire monter en compétence d'autres structures. Donc voilà, donc on monte en compétence ensemble et du coup, on progresse ensemble de sorte qu'il n'y a pas de monopole d'un acheteur par rapport à un client pour les ateliers. Et donc, ça les incite à trouver également leurs propres clients et donc continuer progressivement à développer la filière. Et à l'inverse, il n'y a pas de monopole fournisseur qui pourrait bloquer aussi le développement de la filière, puisque si c'est uniquement sous-traité, et ben c'est vrai que le fournisseur, finalement, il a un peu tous les pouvoirs aussi. Et en termes de gestion des risques, c'est pas forcément l'idéal. Il y a aussi, et ça c'est peut-être culturel, mais l'aspect production n'est peut-être pas forcément extrêmement valorisé dans, dans nos pays occidentaux, hein, où le travail en bureau est peut-être vu comme plus attractif. Et donc, son objectif, c'était de vraiment rendre les ateliers aussi attractifs que les bureaux pour que les métiers de la production trouvent des gens qui soient intéressés par travailler. Et il a rendu les métiers eux-mêmes attractifs en organisant des visites, en lançant des formations. Et donc, il a créé l'école du jean en collaboration avec le Pôle emploi, par exemple. Et donc, tout ça, voilà, pour vraiment penser la filière au global et tous les aspects, la formation, l'attractivité des métiers et aussi les différentes entreprises du secteur. Voilà. Quels impacts ça a concrètement pour l'acheteur? Donc, voilà, réduire les intermédiaires parce qu'on consomme plus local. Il y a certains coûts qui, du coup, seront réduits et qui pourront justifier de favoriser ça. Alors certes, on sera peut-être quand même toujours un peu plus cher, mais la différence ne sera pas que la différence de coût de production, parce que justement, on réduit les intermédiaires et donc on peut réaliser des économies là-dessus.
Comme disait Yann tout à l'heure, ça amène de la valeur vis-à-vis des clients finaux parce que du coup, bah, il y a cette vision stratégique pour l'entreprise. On consomme local, etc. Bah, pour le client final, ça peut être une exigence hein, dans certains appels d'offres. Les clients demandent que au moins une partie de la production soit locale. Donc, clairement, vous pouvez faire la différence là-dessus si vous avez des partenaires locaux. On est aussi dans une démarche beaucoup plus partenariale vis-à-vis de notre filière. Et donc ça, en termes d'achat et d'acheteurs, bah, c'est plus intéressant d'avoir des relations partenariales que d'avoir des relations un peu plus one-shot. Et par contre, bah, voilà, il faut avoir conscience que, encore une fois, ça nécessite de la patience, que la montée en puissance, elle se fait progressivement. Et donc, il faut être dans des non plus moyens, voire long terme, que des visions très court terme. Et après, bah, ça montre qu'il faut également être très à cheval sur la gestion des risques et l'anticipation des risques, parce que bah, voilà, si vous avez un ou deux partenaires, il faut pouvoir anticiper des difficultés financières de vos fournisseurs, qu'est-ce qui se passe dans ces situations-là, etc., pour que vous puissiez ne pas vous retrouver le bec dans l'eau si du jour au lendemain, un de vos fournisseurs a des problèmes financiers. C'est ce qui est arrivé à 1083, et du coup, ils ont dû racheter un de leurs partenaires parce que sinon, c'était un maillon de la chaîne qui pouvait mettre toute la chaîne par terre. Voilà. Yann, je te laisse ensuite développer un peu sur les entreprises adaptées, etc. Bien sûr. Et puis, je pense qu'effectivement, c'est la dernière partie. Je vois que l'heure avance. On va essayer de relever le challenge et de respecter cet horaire. Alors, le secteur adapté et protégé. Tout d'abord, un peu de sémantique. Vous avez dû entendre parler du STPA, le fameux STPA, le secteur du travail protégé et adapté. Nous sommes plusieurs à ne plus être d'accord avec cet acronyme parce qu'au lieu d'être inclusif, il est exclusif. Comme vous le savez, les TIH, on va le voir sur le slide qui suit, les travailleurs indépendants handicapés ont intégré cet écosystème officiellement depuis son décret d'application en janvier 2016. Et le STPA, c'est secteur du travail. P protégé, le P de protégé, ce sont donc les ESAT. Le A, ce sont les entreprises adaptées. Et on n'a pas les travailleurs indépendants handicapés. Donc, si vous en êtes d'accord ce soir, eh bien, on ne va plus parler du STPA, mais du secteur du handicap. Et on pourra mettre effectivement entre parenthèses ESAT, EA et TIH. Et là, on inclut donc l'ensemble des acteurs en situation de handicap au service donc de l'économie solidaire. Alors, les entreprises adaptées, ce sont effectivement des entreprises à part entière, tout à fait comparables avec une entreprise lambda, parce que c'est le droit du travail qui prime. L'entreprise adaptée peut être soit sous forme associative, soit effectivement une entreprise de droit commercial. La réforme de la loi handicap de 2018 fixe non plus l'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap à 80%, elle a été ramenée à 55%, c'était 80% de l'effectif de production. Et là, effectivement, le législateur a souhaité aider les entreprises adaptées à limiter leur obligation d'emploi à 55% sur l'ensemble de leur effectif. Alors, c'est mon avis et je vous le délivre comme je le pense. Je pense qu'effectivement, ça va permettre de donner un autre visage au secteur du handicap, tout simplement parce que l'entreprise adaptée va pouvoir mieux recruter des compétences. Tout simplement, lorsqu'on fait parler un peu les chiffres et qu'on s'y intéresse, sur les 3 millions et quelques de demandeurs d'emploi en France, vous avez 500 000 demandeurs d'emploi en situation de handicap. Or, leur niveau de qualification est inférieur ou égal au baccalauréat. Donc, lorsque les entreprises cherche à recruter des compétences, des qualifications bien spécifiques, comme par exemple les métiers de l'informatique, ça va être très compliqué pour elles de recruter et répondre à la demande des donneurs d'ordre. Là, avec effectivement un taux d'emploi ramené à 55%, ça va permettre non seulement aux entreprises adaptées de mieux recruter, de faire en sorte que leurs entreprises joueront beaucoup plus facilement leur rôle de passerelle et notamment faire du CDD tremplin parce qu'en recrutant des personnes en situation de handicap, elles pourront constituer des binômes
des sachants en entreprise qu'ils auront pu effectivement recruter grâce à avec cette nouvelle obligation. Et l'avis que je voulais vous délivrer, c'est qu'effectivement, je pense que dans les années à venir, structurellement, vous verrez un paysage d'entreprise adaptée qui sera innovante, qui, à mon avis, présenteront un autre visage que celle que vous pouvez trouver dès à présent et de manière historique. Certaines EA ont calé leur modèle sur les ESAT et il n'est pas rare de voir certaines EA proposer 7, 8, 10 métiers différents. Entre eux, je vais être très, très, très clair. Pour un acheteur professionnel, ce n'est pas toujours très facile. En tout cas, ce n'est pas l'aider de dire voilà, à l'occasion d'un rendez-vous commercial, nous sommes à même de pouvoir vous proposer de la sous-traitance de câblage électrique, la sous-traitance de cartes électroniques, et puis également, on peut vous proposer des gâteaux et des chocolats. C'est un peu compliqué pour un acheteur professionnel qui va vous poser la question, mais finalement, vous faites quoi? C'est votre cœur de compétences, où est-ce qu'il se situe? Donc, je pense qu'effectivement, avec ces 55%, ça pourrait permettre de structurer différemment l'offre de services des entreprises adaptées. Les salariés au sein d'une entreprise adaptée, c'est à minima le SMIC, parce que c'est bien le code du travail qui s'applique. Et ils bénéficient effectivement des aides de l'État. Ce sont les fameuses aides au poste. Slide suivant, Simon, s'il te plaît. Est-ce que Simon, tu m'entends? Ah, Simon s'est déconnecté. Il va revenir. Alors, pendant que Simon revient, il nous met le slide sur les ESAT. Les ESAT, là, contrairement aux entreprises adaptées, ce sont des établissements qui dépendent du Code des familles. C'est un établissement médico-social. Voilà Simon qui revient. Excusez-moi. On est passé au slide sur les ESAT. Voilà, merci Simon. Je vous disais effectivement, les ESAT dépendent du Code des familles. Ce sont des salariés, ce sont des agents. Là, effectivement, dans certains cas, lorsque les entreprises achètent des prestations, elles achètent des prestations en deçà du SMIC. Donc, dans certains cas, ça peut effectivement être attractif. En ESAT, l'handicap est quand même relativement lourd. Voilà, elles n'ont pas l'autonomie suffisante et nécessaire pour travailler dans une EA ou une autre entreprise. D'où effectivement des surcoûts concernant le personnel encadrant. Et donc là aussi, comme les entreprises adaptées, les ESAT, grâce à leur agrément, se voient bénéficier donc d'aide au poste pour pallier aux surcoûts nécessaires à l'encadrement donc de ces personnes qui y travaillent. Slide suivant, Simon, s'il te plaît. Monsieur. Donc les TIH, on l'évoquait, donc voilà, c'est assez récent, hein, donc depuis 2016, les TIH ont rejoint donc cet écosystème du secteur du handicap, et de la même manière que les ESAT et les EA, elles ont les mêmes avantages, à savoir qu'elles peuvent faire bénéficier leurs clients de déduire une partie donc de leur facture. Vous savez que depuis fin 2018, depuis début janvier, donc depuis la réforme de la loi handicap, donc fin 2018, et effectivement son application via les décrets, donc depuis janvier 2020, les unités bénéficiaires ne sont plus, donc autrement dit, l'emploi indirect, les achats de sous-traitance ne sont plus pris en compte dans le calcul du taux d'emploi direct, mais vous gardez toujours le bénéfice de sous-traiter puisque c'est du montant déductible de votre contribution à GFIP. Donc c'est 30% de la notion de chiffre d'affaires utile. La notion de chiffre d'affaires utile, vous déduisez tous les achats de matières premières.
pour effectivement valoriser la valeur travail de la personne en situation de handicap. L'exemple concret, c'est par exemple le plateau repas que vous achetez, eh bien, sera valorisé selon la loi handicap uniquement le temps nécessaire pour réaliser ces plateaux repas, voire même la prestation de service, si prestation de service il y a pour délivrer ces repas, cocktails, etc. D'où effectivement parfois une stratégie sur les achats solidaires, c'est peut-être acheter plus des prestations de type sous-traitance ou des prestations intellectuelles, où là la notion de chiffre d'affaires utile sera très très proche, voire celle de 100%. Voilà. Prenons un autre exemple sur les espaces verts. Les espaces verts, lorsque vous avez que de la partie main-d'œuvre, la notion de chiffre d'affaires utile est proche de 85-90% parce que vous allez déduire quelques investissements. Les tondeuses, par exemple, ou l'équipement électroportatif vont venir en déduction de cette notion de chiffre d'affaires utile. Et ça pourrait se rapprocher d'un 70% lorsque vous avez de la conception paysagère, où là, vous avez des achats d'équipements comme les fontaines, etc. Donc, bien réfléchir à votre stratégie d'achat sur cette notion de chiffre d'affaires utile et de montant déductible, donc il peut aller jusqu'à 30%. Donc voilà, ce qu'on voulait vous dire, c'est n'hésitez pas à regarder l'offre de services que peuvent proposer donc les TIH qui viennent compléter cette palette et cette offre de services. Je vous parlais effectivement des prestations type avocat, mais vous pouvez trouver des assistantes de direction, vous pouvez trouver des vétérinaires. Alors ça peut vous paraître sourire, ça peut vous faire sourire, mais sachez que pour un client assureur, ça fait sens. Lorsqu'ils ont des clients qui ont des cheptels animaliers ou qui sont propriétaires de chevaux de course, ça peut être intéressant effectivement de faire appel au service de ce TIH qui va évaluer le risque. Que vous dire d'autre sur les TIH, nous avons une association qui s'appelle H-Up Entrepreneur, donc qui régit un petit peu l'ensemble de ces TIH. Et il y a également, à l'instar du GESAT ou à l'instar de Andeco, une plateforme qui met en relation les TIH et les entreprises qui seraient intéressées par les compétences délivrées par les TIH. Et à nous, Yann. Il y a des gens comme nous. Et des gens comme nous, bien sûr. Et des gens comme nous. Voilà, quand on intervient à la fac, on contribue aussi au taux d'emploi Bien pas sûr. au taux d'emploi du coup, mais à la GFIP, donc. Bien sûr, tout à fait. Voilà, tu veux peut-être finir sur le dernier slide, Simon? Alors, on a une petite question, on nous demande si vous pouvez donner le lien de la plateforme recensant les TIH. Oui, elle s'appelle Link Inclusion. Alors, c'est très proche de LinkedIn. Elle s'appelait auparavant TIH Business. Elle a changé de nom. Elle s'appelle maintenant Link Inclusion. Link comme link, LinkedIn et à la fin, Inclusion. Je vous le mets dans. Hop. Je vais vous le mettre dans le chat. Hop. Voilà, c'est dans le chat. Merci Simon et Yann pour votre intervention. Voilà. Avec grand plaisir. Merci à vous. Réponse à toutes vos questions. Est-ce qu'on a une dernière question pour Simon et Yann? Donc, un grand merci. Je vois que les remerciements affluent dans le chat. Pour votre disponibilité et tout ce que vous nous avez apporté ce soir. Merci d'être intervenu pour les alumni. Et on vous souhaite à tous pour une bonne soirée. Merci à tous. Très bonne soirée. Merci, ouais.